Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chaise Bleue en direct de Desjardins Technologies, oui, au Beaver Hall. Aujourd'hui, c'était un événement manufacturier. J'ai eu la chance aujourd'hui de rencontrer Maxime Lavoie, le président CEO de Obvious, qui est une compagnie en fait qui aide les entreprises à aller vers le B2B dans le secteur manufacturier, des plateformes de vente en ligne aussi, le B2C. Écoutez, pour ceux qui veulent aller vers cette transition-là, de peut-être couper l'intermédiaire, je pense que ça vaudrait la peine. Puis en même temps, c'est une belle personnalité que vous allez rencontrer. Merci tout le monde. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast. Maxime, comment ça va, Maxime? Très bien, merci de me recevoir. Ouais. Ah ben, ça me fait plaisir. Avant de se lancer, Maxime, avant de parler de ta business, c'est qui Maxime? Qu'est-ce qu'il fait sur le podcast aujourd'hui, Maxime? Oui, ben en fait, à la base, je suis un ingénieur industriel. J'ai commencé ma carrière chez Deloitte en consultant, comme consultant, en fait, en chaîne d'approvisionnement. J'aidais les entreprises comme Metro, Walmart à implanter de la technologie. Puis après, j'ai joint Good Food et puis j'ai été VP opération là pendant plusieurs années. J'ai scalé les opérations de vraiment early days jusqu'au pic de la pandémie. Donc, on dormait pas. C'était vraiment le fun. Donc, c'est ça. Et puis, sinon, qu'est-ce que j'aime faire à l'extérieur du travail? J'apprécie beaucoup le vin. Et puis, je suis un trail runner. Un trail runner. Tu fais pas les Arikana, là? Non, pas à ce niveau-là, là, mais juste à... Puis, tu sais, aujourd'hui, là, tu viens en tant qu'Obvious. C'est quoi la compagnie Obvious? Oui, Obvious, dans le fond, on aide les entreprises e-commerce et manufacturières à optimiser leurs opérations avec la technologie. Donc, on développe certains logiciels pour les entreprises e-commerce, mais on va aussi aider les entreprises manufacturières à trouver la bonne tech. Okay. Tu sais, la tech, là, il y en a plein. Fait que des fois, on n'a pas besoin d'avoir des trucs hyper sophistiqués. Donc, nous, on les aide vraiment à trouver c'est quoi la bonne technologie qui peut avoir le plus d'impact. Donc, c'est vraiment ça notre force. Puis, bien évidemment, avec mon expérience que j'ai eue chez Good Food, je sais c'est quoi rouler une business manufacturière, à quel point c'est difficile. Donc, je me mets beaucoup dans la peau des gens et puis on est capable de voir, dans le fond, qu'est-ce qui peut avoir le plus d'impact pour eux. Ça, j'ai une industrielle Trois-Rivières, Montréal ou Limoilou. Poly, je t'ai stalké sur LinkedIn, toi, tu as fait Trois-Rivières. Oui, j'ai fait Trois-Rivières. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, Obvious, en fait, est-ce que vous faites l'intégration ou vous faites vraiment la coordination, la gestion de projet ou développez-vous sur mesure aussi ou non? Là, c'est vraiment... on ne développe pas sur mesure. Dans le fond, on a des applications sur l'écosystème Shopify, vraiment plus pour les business e-commerce. Dans le cas des entreprises manufacturières, dans le fond, on a des partenariats avec des technologies déjà disponibles. On fait du clé en main. Okay. Donc, on va vraiment faire la sélection, le design des processus. On va implanter, configurer les technologies, puis on va aussi faire la formation, dans le fond. Donc, c'est à Montréal? Exact, on est basé à Montréal. On a des projets, des clients vraiment partout à travers le Québec et l'Ontario principalement. Donc, c'est ça. Y a-t-il des entreprises? Là, je vais te poser la question, puis j'ai peut-être mon opinion, mais j'aimerais ça t'entendre. Par rapport au B2B, B2C, les manufacturiers, c'est pas tout le monde qui va aller vers le B2C, c'est beaucoup du B2B, ouais. Mais y a-t-il des manufacturiers que tu vois présentement au Québec qui devraient être en ligne, qui sont même pas encore là, puis tu fais ça n'a pas de bon sens ou on le voit-tu, ça? Ça dépend. Je pense que oui, il y a une opportunité manquée, c'est sûr. Mais je pense que ça dépend vraiment du contexte. Quand les manufacturiers vont avoir des réseaux de distribution via les grands détaillants, là, il y a un avantage à faire du B2C. Parce que là, les marges sont vraiment beaucoup plus intéressantes, en fait. Il y a une complexité à mettre des opérations vraiment en place là, au niveau de la distribution B2C, mais les marges sont vraiment intéressantes. Fait que oui, je le vois. Puis, tu sais, des fois, on va aller regarder plus le niveau de vente, en fait, là, qu'on peut avoir avec des distributeurs ou avec des détaillants, mais les marges sont très fines. Fait qu'il y a quand même un avantage à le faire. Il y a une opportunité manquée. Puis, c'est quoi le plus gros frein, tu vois, des manufacturiers à aller vers le commerce en ligne? Puis je vais l'élargir, pas juste au commerce en ligne, mais à la technologie en général. Là, je pense que c'est vraiment la résistance au changement, en fait. Puis peut-être une incompréhension, peut-être un peu de peur aussi. Tu sais, des fois, comme tu en parlais tout à l'heure, tu disais des fois, on fait un projet technologique, ça va pas bien, puis on investit l'argent, puis on voit pas les bénéfices. Mais tu sais, des fois, c'est un frein à comme réessayer une autre fois. Mais je pense que faut aller autre que ça, il faut aller voir dans le fond c'est quoi les subventions disponibles puis les fonds du gouvernement qui sont là pour nous aider pour comme diminuer un peu le risque puis la réticence si on veut. Mais c'est principalement la résistance au changement, je dirais. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est que souvent, moi, je peux dire,
les chefs d'entreprise, il y a différents types de chefs. Là. Il y a des chefs qui sont des relèves familiales, qui ne se posent même pas la question sur la stratégie, puis ils essayent d'appliquer ce que le père et le grand-père ont fait, puis dort au gars, on va dire ça comme ça. Contrairement à des... Je vais quand même faire un coup d'eau, qu'on dit. Là, exemple, un Robibec, que Alexandra, elle, c'est comme, je pense, c'est rendu à la 4e génération, puis elle pousse toujours. Elle est tout le temps elle est en train de faire le tour des États-Unis avec son produit, puis elle pousse. Il y en a qui sont là. Ces gens-là, ça ne m'inquiète pas. Puis tu as aussi les entreprises qui sont, je ne dirais pas libérées, mais qui n'ont comme pas c'est des opérateurs d'un centre de coûts. Puis il y a une opportunité, mais l'opportunité ne changera pas le salaire, ne changera pas l'imputabilité des gens. Fait que je pense que des fois, c'est comme le sentiment d'imposteur de se dire j'aime mieux continuer à faire ce que je n'ai pas à faire. Puis tu as les autres qui sont comme des early adopters qui se lancent partout, qui engagent tout plein de monde, puis après ça, ils se rendent compte, ouais, j'ai peut-être pas visé. L'objectif n'était pas là, puis t'en as qui sont géniales, il y en a qui sortent de nulle part, tu fais waouh! On peut pas généraliser non plus, mais il y a quand même un retard dans le secteur d'activité. Puis l'autre côté, c'est que si on parle de B2B, je me souviens, on recule maintenant en 2017, il y avait Alibaba comme plateforme, tu te souviens, là, il est encore là aujourd'hui. Puis je me rappelle, il y avait un des Eric Paul qui s'appelle, il était venu me voir, puis il dit, Benoît, t'es-tu conscient que sur Alibaba, il y a les Chinois, puis c'est indien à la base, mais qui vendent du sirop d'érable canadien au Canada. Sur Alibaba en volume. Opportunité manquée. Je croyais pas, là, je checkais ça. Ben ouais. Il dit, tu sais quoi le plus gros produit au Québec qui est acheté? Là? Les chandelles. Je suis comme, ben voyons. Usine. Là, checké. Tu vois, j'habitais à Saint-Concept, c'est quoi de l'arrière, une usine de chandelles. Là. Je te confirme qu'il y avait de moins en moins d'autos dans le parking. Elle a manqué l'opportunité. Sans la nommer, je la connais pas. Là. C'est triste que je dise ça, mais tu sais, je pourrais partir longtemps là-dessus, mais je serais curieux de t'entendre. Tu sais, aujourd'hui, tu avais la conférence, c'était super le fun. Tu étais chez Desjardins Caisse Technologies, il y avait plein de gens, il y avait quand même des manufacturiers, j'ai été content, il y a eu des beaux petits case studies. Qu'est-ce que tu en retires de cet événement-là aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a un désir de vraiment comme s'améliorer puis de comprendre. Fait que moi, je trouve ça vraiment bien, cette ouverture-là. Mais il y a un manque d'éducation. On a vraiment besoin d'avoir plus d'événements comme ça, plus d'éducation, plus d'exemples réels, en fait, de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec la technologie, avec l'IA, dans le fond? Puis c'est d'en parler, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, c'est la conscientisation, montrer des bons exemples, parler de ce qui a bien été, parler de ce qui a moins bien été aussi. Des fois, c'est aussi formateur, même plus, dans le fond, de parler des projets qui n'ont pas bien été, tu sais. Quoi ne pas faire, dans le fond, là. Fait que des fois, c'est un peu plus gênant on ne veut pas le mettre de l'avant, mais je pense que c'est aussi important aussi, là. Tu es un lecteur, Maxime, ou un consommateur de produits? Plus audiobook, je te dirais. Avec quoi tu t'alimentes, toi, ton petit feu intérieur? Là? Qu'est-ce qui m'alimente? Pour moi, c'est comme... Moi, ce que j'aime, là, c'est comme simplifier la complexité. OK? Fait que comme chez Good Food, c'était hyper complexe. On avait de la bouffe qui était périssable. On changeait nos produits à chaque semaine. On avait de la growth, la croissance de fou. Ça m'allumait. Puis là, ce qui m'allume, dans le fond, c'est de voir des entrepreneurs qui ont de la complexité puis d'avoir un impact pour eux. Ça me stimule vraiment beaucoup. Simplifier les opérations puis leur dire qu'il y a une meilleure façon de faire. Tu sais, des fois, ils sont perdus. Fait que ça me stimule vraiment. Fait que c'est vraiment ça, simplifier la complexité. Si on va courir dans la forêt ensemble, là, puis à un moment donné, je trouve une baguette, puis elle est magique. Là. Moi, je suis un gars généreux, je te la donne. Là. Tu fais quoi avec ta business? Là? C'est une excellente idée. C'est une excellente question, en fait. Qu'est-ce que je fais avec cette baguette magique-là, en fait? On scale. On scale. Pour moi, c'est vraiment de scaler ce qu'on fait présentement à petite échelle, mais le faire avec le plus d'entreprises possible. Vraiment partager mon expérience, notre expérience dans le fond, puis aller rejoindre le plus d'entrepreneurs. Idéalement, les Québécois en premier plan. Je veux dire, je pense qu'on a du chemin à faire au niveau de la productivité, mais après ça, de partager ça vraiment en Amérique du Nord puis partout. Le modèle d'affaires de Vius, c'est-tu en facturation à l'heure, mode conseil, ce qui est traditionnel et normal, là, ou tu veux aller chercher des royautés des fois sur des ventes, de te risquer un peu, de te commettre un peu? C'est une bonne question, en fait. Habituellement, quand on fait des mandats d'accompagnement, là, on va avoir deux modèles, soit à prix fixe, soit avec vraiment plus une banque d'heures, dans le fond, du temps immatériel. On commence à faire des mandats plus au niveau à performance. On n'est pas encore là, mais on est en train de vraiment tester les eaux. Là, parce que des fois, il y a la réticence, dans le fond, au niveau de l'investissement. Puis nous, on veut prouver qu'on a skin in game aussi, dans le fond. Moi, je suis un entrepreneur, puis je veux dire, comme je veux prouver qu'on est capable d'apporter de la valeur. Puis je pense qu'avoir skin in the game aussi, ça peut être bénéfique aussi. Oui. Ben, c'est sûr que le partenaire, c'est plus un client, c'est un partenaire. Exactement. Là, quand tu Exactement. pas le choix. Puis, dis-moi, j'aimerais ça t'entendre. Puis, tu sais, je vois là, que quand même, là, les gens commencent à 5 à 7 avance. Puis, tu sais, on ne pourra pas le faire longtemps, là, parce qu'on est quand même dans la fin de l'événement. Mais, tu sais, si tu avais à transformer le secteur manufacturier ou
ce serait quoi ta recommandation? Ou tu sais, je te mets en fait dans la chaise du ministre de l'Économie. Tu as le droit de dire, hey, Ben, oublie ça. Là, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais qu'est-ce que tu trouves qui manque dans le secteur manufacture au Québec qui selon toi, il serait un low-hanging fruit, ça, de quoi qui pourrait se ramasser assez rapidement, puis tu trouves que ça dort, là? Oui, non, c'est une excellente question, c'est hyper complexe. Je pense que si on la brise en plus petits problèmes, dans le fond, au niveau financier, je pense qu'on est là. Je pense qu'il y a vraiment les soutiens financiers. On est chanceux au Québec par rapport à d'autres provinces canadiennes. Dans le fond, ça, c'est là. We're good. Au niveau des technologies, il y en a. Il y a des technologies québécoises, il y a des technologies aussi dans le monde qui sont là, qui peuvent aider les entreprises manufacturières. Je pense que ça, c'est good. Moi, je pense que c'est beaucoup, dans le fond, une question des gens. C'est vraiment le soft, c'est comment on peut rejoindre les gens. Qu'est-ce qu'on doit changer? Puis peut-être des fois dans la mentalité, tu sais. Des fois, il y a peut-être cette mentalité-là qu'on se dit pourquoi on ne veut pas changer dans le fond. Fait que c'est de voir qu'est-ce qu'on peut changer au niveau de peut-être l'éducation, peut-être au niveau de comme les use cases qu'on peut faire. C'est vraiment tough comme question. Toi, tu dirais quoi? C'est vraiment. Moi, je mettrais la hache dans les structures d'OBNL là, trop sur-subventionnés qui cherchent toujours le prochain projet et qui n'ont pas une continuité. Si ça fait 5 ans que tu changes de modèle d'affaires, je mets la hache. Ouais. Hey, là, il y a des gens qui ne m'aimeront pas. À part ça, les gens avec qui on travaille, là, tous les créneaux à corps, les gens, je parle pas de vous, là, je parle pas non plus des CCTT qui créent de la valeur dans le marché, mais il y a tellement de. Mon but, c'est pas. Mais l'Allemagne fait ça. L'Allemagne renouvelle les budgets s'il y a une commercialisation des innovations. On va dire que si on met de l'argent public dans des organisations non lucratives qui viennent travailler avec les manufacturiers, si on développe soit une pays ou une propriété intellectuelle ou je pourrais dire un service à valeur ajoutée, il faut qu'après 2 à 4 ans, dépendant il faut qu'il soit passé dans le domaine privé et qu'il devienne une part de marché. Au Québec, on en crée, là, sans rien enlever. J'ai rien contre le gouvernement, je ne veux pas me positionner, mais zone d'innovation, zone de créneaux d'excellence, créneaux à corps, association sectorielle, association par région. Il y a les chambres de commerce, il y a la fédération de tout ça, mais là, quand tu te mets, là, je faisais la compilation de ceux qu'on peut reconnaître. Il y avait 652, je pense qu'il faudrait que je sorte le chiffre, 652 organisations à but non lucratif qui sont là pour soutenir les manufacturiers. Ben, en effet, puis ça, c'est un bon point, parce qu'après ça, ces organisations-là, même si c'est des OSBL, dans le fond, ils vont se compétitionner. Oui, c'est ça. Pour les budgets. Ben oui, pour les budgets, mais après ça, pour trouver les mandats, parce que c'est une roue qui tourne. Fait que malheureusement, c'est pas pour le bénéfice, dans le fond, des entreprises manufacturières, des entreprises qui en ont besoin. Non. Fait que oui, en effet, ça peut être bien de structurer ça. Hey, là, je vois le temps avancer, puis il faut que je passe un autre entrepreneur aujourd'hui. C'est un plaisir. J'aimerais ça que la prochaine fois qu'on se voit, viens me voir. Je veux comprendre comment ça évolue. Là, aujourd'hui, vous êtes rendu combien dans ce business-là, vous autres? Oui, on est 6 présentement, donc ça va super bien. Ça fait 2 ans que ça roule. On a des clients e-commerce, des clients manufacturiers, donc c'est super excitant, en fait. Ben oui. Puis, tu sais, 6, c'est le plus beau chiffre, c'est la rentabilité. Là, tu as accès au CDAE, ça avance. Puis là, tu vois, quand tu vas tomber la 5e année, il y a la vallée de la mort. Moi, je ne croyais pas. Moi, je l'ai vécu, la vallée de la mort. Hein. Rachat d'actionnaires, conflit. Rien à enlever. Mes anciens actionnaires, je les adore. C'est des gens il y en a qu'on se voit moins, c'est sûr, mais il y a une vallée de la mort à un moment donné. C'est quand l'entreprise devient rentable avec des employés, 30 employés, 40 employés, puis là, tu vis. Là, à un moment donné, c'est là que tu vois les intérêts personnels. S'ils ne fitent pas tes actionnaires, les gens veulent prendre un chemin différent. Puis il y a une question d'argent aussi, mais elle existe. Fait que prépare-toi, il te reste 3 ans pour arriver à cette vallée-là. C'est des paliers. Avec Good Food, on l'a vu vraiment, la business, elle a tellement évolué. Là, qu'on était juste une centaine jusqu'à quand on était plusieurs milliers. Là, fait qu'en effet, ready for it. Hey, c'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Benoît. Donc, à bientôt. C'est un plaisir.